Je m'appelle Louis-Xavier Léca, je suis fondateur de l'association La Cloche, qui porte notamment le projet Le Carillon, et aujourd'hui co-directeur en charge principalement du développement de la structure. Je crois qu'il y a eu plusieurs phases, plusieurs déclics. Déjà la première, ça a été plutôt à l'international, finalement cette espèce de prise de conscience que dans des pays dits en développement, dans des pays dits pauvres ou des pays très endettés, on voyait, en tout cas moi j'observais plus de solidarité que dans ma propre ville, là où je suis né à Paris, dans un pays développé. Je trouvais des mécanismes qui faisaient qu'on excluait moins les gens, de manière assez simple, de manière assez naturelle. C'est des mécanismes qu'on avait complètement perdus, voilà, dans nos sociétés peut-être trop modernes, trop individualisées. Donc c'est un premier déclic, me dire peut-être qu'il faut repartir à des choses simples. Voilà, la technologie, le progrès parfois n'est pas forcément vecteur de lien social. Donc ça c'est le premier déclic. Le second, il est peut-être plus personnel, c'est aussi la prise de conscience que j'avais vraiment envie de faire par moi-même. Je pense que j'ai toujours eu un petit peu de problème avec le fait d'avoir des patrons, le fait d'avoir des gens au-dessus de moi, et que j'avais envie de tester un peu ma propre vision. Et le troisième déclic, enfin, ça a été vraiment la réalité auprès des publics sans domicile que j'ai découvert dans mon expérience au sein d'Emmaüs, qui cherchait à recréer de la proximité via une conciergerie de quartier. Et donc j'ai été chef de projet, j'ai passé 1 an et demi à monter ce projet d'entrepreneuriat social. Je me suis vraiment rendu compte que là, on partait très loin quand on était un citoyen lambda, quand on était un habitant. Finalement, on avait des tonnes de clichés sur le monde de la rue. En fait, la réalité n'est pas du tout alignée avec ce qu'on peut voir dans les journaux, ce qu'on peut penser depuis qu'on est petit. Voilà. L'archétype du clochard a presque disparu. Aujourd'hui, les réalités sont extrêmement complexes. Il y a un énorme boulot à faire pour vraiment rechanger un peu, redorer cette image, réexpliquer que c'est des individus avant tout, qui ont droit à la culture, qui ont droit au lien social, qui ont droit à l'amour, qui ont droit à tout ça. Voilà. Quand j'étais en Australie en 2011, je savais qu'un jour je voulais monter un projet, voilà, autour des personnes à la rue particulièrement, et j'avais à ce moment-là acheté le nom de domaine lacloche.org. Je me rappelais parce que j'étais tombé sur cette histoire en fait qui expliquait l'origine du mot clochard en fait, qui ramenait ça à l'objet en fait, la cloche, qui avait été installée au Moyen-Âge à la création du marché des Halles. Le deuxième son de cloche à la fin du marché était le moment où les personnes allaient servir en invendus alimentaires. Et donc le mot clochard venait un peu de là. Et je m'étais dit que j'aimerais monter un mouvement. Alors, j'avais pas le statut à l'époque, mais c'est une espèce de mouvement où on en fait tous partie, on a pu y tomber, on peut y tomber demain, voilà, on est tous dans le même bateau. Et j'avais cette idée-là qui du coup est restée un peu en latence le temps que je me fasse mes armes, mes épaules. L'association que du coup j'ai fondée en fin 2014, La Cloche, association de loi 1901 d'intérêt général. Le mandat, globalement, c'est de changer le regard qu'on peut avoir sur le monde de la rue et recréer du lien social entre les personnes avec et sans domicile. Et donc le premier constat, c'est les citoyens peuvent agir, ont envie d'agir et ont été mis de côté. Les personnes sans domicile ont accès à des services, mais parfois dans des lieux où il y a beaucoup d'entre-soi. C'est-à-dire on va dans un accueil de jour, on va dans un centre d'hébergement, on va chercher un service dans des lieux parce qu'on est sans-abri, on doit se reconnaître sans-abri, on est entre sans-abri, entre personnes sans domicile. Ça peut être assez lourd, ça renvoie une image de soi qui est pas simple, ça renvoie à son propre statut d'être sans domicile, qui est quand même très froid. On existe parce qu'on n'a pas de domicile. Et le troisième constat, c'est que justement, beaucoup de ces personnes ont envie de se remobiliser. En fait, au quotidien, elles s'emmerdent. Enfin, quand tu es dans la rue, quand tu vas chercher tes droits, tu fais tes activités au quotidien, mais tu as envie d'exister aussi. Pour ton estime de soi, t'en as marre de tendre la main toute la journée. Tu as envie aussi d'offrir des choses à la société. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui les 3 piliers de notre association. C'est vraiment permettre l'action citoyenne en informant, en formant et en créant des programmes qui permettent d'agir. C'est favoriser le faire ensemble. Et dans nos bénévoles, il y a des bénévoles avec et sans domicile. Dans notre conseil d'administration, il y a des personnes sans domicile. Dans tout ce qu'on fait, voilà, les personnes concernées sont les premiers acteurs du réseau. Et puis évidemment, voilà, des lieux non stigmatisants, une communication non misérabiliste, voilà, on ne sort pas les violons, il n'y a pas de noir et blanc, l'action est positive.
Une fois qu'on a bâti un peu ces piliers autour de l'association, forcément on crée des campagnes d'information pour informer le grand public, chambouler tous les clichés, voilà. On a des formations, comment aborder le monde de la rue, comment mieux le comprendre, comment agir. Et puis on a des grands programmes qui permettent directement d'agir. Celui pour lequel on est le plus connu s'appelle le Carillon. Ça prend la forme particulièrement d'un réseau de commerçants. Aujourd'hui, il y en a plus de 800 en France, dans 8 villes françaises. Des commerçants qui acceptent tout simplement d'ouvrir leurs portes à ceux qui en ont besoin pour leur offrir des services du quotidien. Donc c'est relativement simple, ça va de permettre à une personne d'aller aux toilettes, recharger un téléphone, passer un coup de fil, se connecter Wi-Fi, laisser son sac 1 heure ou 2 pour aller voir l'assistante sociale. Plein de petits services qui sont relativement indolores pour un commerçant. Et puis des moyens d'agir pour les clients de ces commerçants qui peuvent prépayer des plats, des coupes de cheveux, des boissons chaudes sous la forme du café suspendu qui existe depuis très longtemps. Souvent on me dit mais qu'est-ce que je peux faire? Moi j'ai pas beaucoup de pièces, j'ai pas beaucoup d'argent, je rencontre beaucoup de personnes à la rue au quotidien. Parfois je sais pas trop quoi faire quand ils me demandent une pièce, je sais pas trop comment les aborder. Souvent on leur dit finalement vous pouvez tout à fait leur demander un coup de main, essayez d'inverser la relation. Demandez-lui votre chemin, demandez-lui pourquoi pas d'aider à porter un sac, quelque chose comme ça. Finalement la personne qui a tendu la main, on se ferme toute la journée pendant des semaines, vous lui permettez de se relever un peu, vous lui permettez de donner l'occasion d'être remercié. Nous, on le voit avec les personnes sans domicile, bénévoles chez nous. Et là, les personnes, très rapidement, en fait, grâce au regard renvoyé de « Ah oui, t'es comme moi, bah oui, tu es évidemment capable de me filer un coup de main », finalement, les personnes ont envie de donner plus, mais ont envie de se remobiliser elles-mêmes. Et les personnes bénévoles chez nous, on arrive très rapidement à ce qu'elles aient envie d'être domiciliées, qu'elles aient envie potentiellement de retrouver un toit, potentiellement de retrouver un job. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le voulaient pas avant, ça veut dire que parfois elles avaient juste lâché l'affaire en fait. Elles l'avaient voulu et puis à un moment donné, à force d'être rejetées, à force de voir des gens qui la regardaient même pas, elles se sont dit peut-être que je le mérite pas. Voilà. Nous, c'est une question qui se pose autour du monde de la rue. C'est un vrai sujet. Le travail, pourquoi travaille-t-on? On travaille à la base pour participer à une société commune, c'est-à-dire on travaille parce qu'il y a des choses à faire pour mieux vivre ensemble. Ça, c'est la base, c'est le socle de notre société. Pour amener des services de base, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir... je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu perdu aujourd'hui, on ne sait plus trop pourquoi on travaille. Quand on va bosser dans une boîte qui fait, je sais pas, de la finance à la microseconde, machin. Je pense qu'à un moment donné, on se déconnecte un peu. Pourquoi est-ce qu'on fait ça au quotidien, vraiment? Mais finalement, nous, on se rend compte que pour une personne sans domicile, la question du travail ou pas, la question en tout cas de l'activité est primordiale. Être actif, c'est exister, surtout dans la société. Être actif, c'est mériter son salaire, mériter, peu importe, en tout cas mériter quelque chose en contrepartie. Et le mérite, c'est l'estime de soi. Je fais en effet partie de cette génération Y qui est en effet, je crois perpétuellement en quête de sens. Je pense que j'ai une chance assez rare, c'est d'avoir fait toujours les métiers que je voulais. Je me suis toujours aussi remis en question dans ces métiers. Je me suis retrouvé à travailler dans des pays d'Afrique subsaharienne, en considérant que je n'avais pas forcément la légitimité pour expliquer à des populations pourquoi elles devaient elles-mêmes augmenter leurs profits en tant que micro-entrepreneurs. Je me retrouvais à faire des formations sur l'éducation financière des populations qui finalement ne réfléchissent pas du tout comme nous, ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faut absolument augmenter son bénéfice. Et même dans des structures où finalement je ne comprenais pas tout à fait pourquoi c'était le petit blanc d'être manager. Je pense que c'est aussi une conscience aussi de notre génération, c'est que notre avenir est assez noir, quoi. C'est affreux à dire. Moi, quand je me rappelle mes profs d'économie qui à 15 ans me disaient mais vous savez, votre génération c'est la première qui va régresser presque en un millénaire. C'était en termes de pouvoir d'achat, de situation sociale. Clairement, on nous dit bon les gars, vous arrivez sur un marché, vous ne pourrez pas acheter de baraque, vous allez galérer à trouver un job. Donc une fois que finalement on te dit les gars, ça va être un peu la merde. Autant choisir notre merde, c'est un peu ça, autant se dire si moi j'ai du temps et s'il faut que je foute 10 heures de mon temps, c'est-à-dire 3/4 de ma vie éveillée dans un job, autant que ce soit un job intéressant. Je pense que l'entrepreneuriat au sens large, pas forcément social,
C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je m'étais toujours dit que j'aimerais bien me jeter à l'eau. Il y a cette prise de risque aussi qui est assez grisante, hein. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant et je recommande évidemment à toute la jeunesse française de s'y attaquer. On voit de plus en plus de jeunes en France veulent être entrepreneurs et je trouve ça vraiment chouette. Après, l'aspect social, c'est pas un vernis, c'est un spectre, et moi ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Je pense que chacun a son essence différente. Moi, l'essence dans mon moteur, c'est l'impact social. Voilà. Ce que j'aime essayer de travailler, de maximiser dans mes actions au quotidien, c'est l'impact social, et pas forcément de maximiser le profit. Quand on veut entreprendre, la première chose, je pense, c'est de se rapprocher le plus possible du terrain. C'est assez tentant, surtout qu'on a fait des études supérieures, d'entreprendre dans sa chambre avec des belles slides. À un moment donné, il faut vraiment se confronter au terrain. Le second conseil, c'est qu'évidemment, il ne faut rien lâcher. C'est des conseils un peu bateaux, mais on se prend beaucoup de claques. C'est normal. Beaucoup de doutes. Voilà. Et troisième conseil, il faut bien s'entourer. Il ne faut pas du tout hésiter à confronter son idée, à s'entourer de personnes. Quand on se lance, quand c'est le moment de se lancer, disons, c'est assez effrayant en effet. En fait, il y a vraiment deux phases. Il y a une phase où on croit se lancer, mais en fait, moi, c'était trouver quelques financements, faire quelques concours pour avoir un incubateur. J'ai eu la chance d'être incubé par Make Sense. Mais tout ça, c'était pas du lancement. C'est-à-dire que c'était encore la théorie, c'était encore du pitch, du machin. Par contre, se lancer, ça a été de se dire ok, ça démarre, quoi. Ok, là, il y a des commerçants, ils sont labellisés, j'ai une liste, les partenaires sont chauds, tout ça, ça fait 18 mois que ça tourne dans mon crâne. Et sauf que maintenant, c'est réel. C'est réel, il y a des gens maintenant qui comptent sur moi, quand il y a des personnes sans domicile qui commencent à utiliser les trucs. Et c'est assez intéressant parce que finalement, à ce moment-là, très rapidement, je crois que le projet commence à dépasser l'entrepreneur. Et en fait, on ne peut plus lâcher. Et je pense qu'il faut il faut le savoir, quoi. Donc, qu'est-ce que la réussite d'une vie? Je sais pas. Moi, la réussite de cette vie actuelle, qui est cette vie un peu autour de la cloche et de ce public très particulier qu'on appelle les grands exclus. Cette réussite, ce serait vraiment de pouvoir dire que l'association tourne, est pérenne, a un impact, embarque le plus de personnes possible, et crée une société vraiment plus inclusive, mais sans moi en fait. C'est-à-dire, la vraie réussite, ce serait de se dire que j'ai plus besoin d'être là et que tout tourne bien et on est quand même, je trouve, en bonne voie. Je pense qu'on n'aura jamais, en tout cas moi, sur des sujets comme ça, on n'aura jamais vraiment réussi. Et toute ONG, toute association réussit le jour où elle a plus besoin d'exister. Et je pense que c'est pas quelque chose déjà qui peut être mesurable de manière individuelle. C'est-à-dire que si demain il n'y a plus personne à la rue, ou ce sera pas que du fait de la cloche, que du fait de... Enfin, c'est évidemment que non, ce sera un gros travail collectif. Je crois que la réussite, elle se mesure pas à la grandeur d'une structure qu'on a créée, à sa taille, son poids financier ou quoi que ce soit, ou même à l'impact. Je pense que quelqu'un peut dire qu'il a réussi s'il a aidé une personne, très bien.